Bonjour à tous. Comme il est 12h15 et qu'on a un programme un peu chargé, je vous propose de démarrer ce Café des Sciences. Alors merci à tous de votre présence. Je pense que d'autres élèves, d'autres étudiants vont nous rejoindre tout à l'heure. En fait, c'est la 4e édition en 2019 des Cafés des Sciences. On a reçu une biologiste, on a reçu le directeur scientifique de Spotify, on a reçu un sociologue, on a reçu un économiste. Et aujourd'hui, on est ravis de ce Café des Sciences 4e de l'année, qui est consacré à sciences et sport, tout un programme autour de Sciences 2024. On a le grand plaisir donc de recevoir aujourd'hui Christophe Clanet, qui est directeur du programme Sciences 2024. Donc je tiens à remercier Rémi Carmidiani, qui est chercheur à l'école, au laboratoire d'hydraulique Saint-Venant, et qui est un peu notre correspondant Sciences 2024, si je ne m'abuse, voilà, grâce auquel donc, ce Café des Sciences a lieu aujourd'hui. Donc c'est le 2e événement Sciences 2024 à l'école. Sciences 2024, c'est la rencontre du sport de haut niveau et de la recherche en physique, en mécanique, en mathématiques. Il y a 12 écoles partenaires, dont l'École des Ponts, associée donc au CNRS, à l'INSEP, Institut national du sport, et aussi au CNSD, qui est le Conseil national des sports de la défense. Ce programme a déjà 1 an et 2 mois, et beaucoup de choses ont été réalisées depuis. 24 extractions, les extractions sont des rencontres entre les scientifiques et les sportifs. Mais Christophe nous en parlera plus avant tout à l'heure. Des thèses, il y a une vingtaine de thèses qui ont été élaborées à partir de ces questions. 10 ont été lancées cette année, dont une à l'École des Ponts. Et bien sûr, il y a des projets d'élèves. Et c'est ici que vous pouvez, vous, participer. L'année dernière au Pont, nous avons eu 3 projets d'élèves, un en première année et 2 en 2e année, sous la forme de projets de département, mais aussi en stage d'année de césure. Et cette année, des projets sont proposés en GMM, en IMI et en première année. Et il y a également un cours qui sera proposé aux 2e année sur la physique et la mécanique du sport, en lien avec Christophe. Donc Christophe, vous êtes directeur du laboratoire d'hydrodynamique de l'École polytechnique, professeur en physique à l'ENS, Paris, à l'IX, à l'ESPCI. Et en 2009, vous avez commencé à vous intéresser à la physique du sport. Alors, la physique du sport, en quelques mots, je reprends les termes de Caroline Cohen, qui est une de vos collègues chercheuses. La physique du sport consiste à observer des phénomènes qui se produisent sur un terrain de sport avec un œil de physicien. Voilà, c'est une jolie définition. Donc, Sciences 2024 vise à apporter ce regard de physicien, de mécanicien, de mathématicien à l'optimisation de la performance. Alors, je reprends des questions de Rémi. Comment optimiser la forme de la coque d'un aviron, d'un kayak ou d'un canoë? Comment maximiser la poussée dans une mêlée au rugby? Jolie image. Comment jouer sur l'hydrodynamique d'une balle pour surprendre un gardien? Comment caractériser les muscles des athlètes? Voilà, autant de questions. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Christophe. Et puis pour à peu près 40 minutes de présentation, puis après on aura l'occasion d'échanger. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez à notre intervenant, que je remercie beaucoup. Merci beaucoup Isabelle pour cette introduction. Et merci Rémi pour, disons, le compagnonnage qui maintenant commence à dater de plusieurs années. Donc l'idée, comme l'a dit Isabelle, c'est d'illustrer les connexions qu'il y a entre la physique et le sport, et puis d'arriver à essayer de vous convaincre que Sciences 2024, c'est peut-être une bonne idée pour une partie de vos études, disons. Donc la première partie va porter, vous allez voir, sur quelque chose qui est commun, c'est-à-dire qu'on a tous regardé le Tour de France à peu près, en tout cas si jamais quelqu'un ne sait pas ce qu'est le Tour de France, merci de lever la main. Voilà, donc on a du 100%.
Et on va commencer à utiliser le Tour de France pour illustrer la connexion qu'il y a entre physique et sport. Et puis ensuite, on viendra à la performance et, disons, à ce programme de Sciences 2024. Donc la question qu'on va se poser, que vous êtes sûrement déjà posée, c'est pourquoi 3 maillots? C'est-à-dire, vous voyez que sur le podium du Tour de France, vous avez 3 maillots différents. Donc un vert pour le meilleur sprinter, un jaune pour le leader, donc celui qui a mis le moins de temps sur les 3 semaines, et puis un à poids rouge pour le meilleur grimpeur. En fait, cette caractéristique-là, elle est commune aux 3 grands tours, c'est-à-dire il existe 3 grands tours dans le circuit professionnel de cyclisme, donc le Tour de France qu'on vient de présenter, le Giro pour l'Italie et puis la Vuelta pour l'Espagne. Et quel que soit le tour, vous avez 3 maillots qui sortent pour distinguer ces 3 caractéristiques, donc le leader, le meilleur grimpeur et le meilleur sprinter. Et donc on a l'impression qu'il y a quelque chose de robuste derrière, et ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est que ce qu'il y a de robuste, c'est la physique qui est impliquée. Donc quelques chiffres avant de commencer. Donc un tour, c'est actuellement aux alentours de 3000 km, donc ça n'a pas toujours été le cas. Donc les premiers sont montés jusqu'à 6000 km, donc là actuellement ça se stabilise aux alentours de 3300 km. C'est parcouru avec 80 heures en 3 semaines, donc ça fait une vitesse moyenne aux alentours de 40 km/h. Donc avec un dénivelé de 54 km. Donc ça c'est pour caractériser les grimpeurs, disons. Donc les vitesses caractéristiques qui sont impliquées, vous les avez ici, c'est-à-dire ça va de 20 km/h pour la montagne, sans surprise, à 130 km/h pour la descente. Et puis, donc quand on est en montagne, on a des pentes qui, des pentes maximales aux alentours de 10%, enfin ça peut monter plus, mais en moyenne c'est 10%. Les temps d'ascension, c'est l'heure. Donc ça, c'est pour les vitesses les plus basses. Ensuite, vous avez le contre-la-montre qui est parcouru avec une vitesse moyenne de 55 km/h, donc avec des pentes en général qui sont assez faibles et des efforts qui tournent aux alentours de l'heure. Ensuite, vous avez des sprints qui montent à 70 km/h avec des pentes qui sont en général nulles et des efforts aux alentours de la dizaine de secondes. Et puis des descentes sur des dizaines de minutes avec des pentes de moins 10%, disons, et qui vous permettent de monter à 130 km/h. Donc ça, c'est quelques chiffres d'introduction. Ensuite, on va puisque vous m'avez dit que vous avez tous vu le Tour de France, je ne vais pas vous montrer des images de grimpeurs, vous les connaissez. On va juste regarder quelques noms, donc des noms de grimpeurs et puis leurs caractéristiques. Donc Pantani 57 kg, Contador 60 kg, Quintana 58 kg, Egan Bernal 60 kg. Et ça, on peut le comparer à des sprinteurs. Donc des sprinteurs, vous en avez déjà vu aussi. Donc Mark Cavendish 70 kg, Peter Sagan 73, Eric Zabel 70. Et puis pour les contre-la-montre, donc c'est pareil, donc des grands noms du contre-la-montre, donc Tony Martin 75, Fabien Cancellara 80, etc. Donc ça, c'est des informations. Quand vous regardez un événement sportif avec un œil de physicien, vous commencez à mesurer, à regarder, c'est bizarre, il y a 3 maillots, et puis c'est ceux qui montent bien en montagne, c'est eux qui ont les masses les plus faibles du peloton, et puis etc. etc. Et après, vous pouvez commencer à écrire. Et donc, ce que vous allez écrire, c'est que ce qui fait varier votre énergie, l'énergie de votre système. Donc, M, c'est la masse du vélo plus la masse du cyclisme. Donc, vous avez une énergie qui est énergie cinétique, énergie potentielle. Et donc, ce qui va la faire varier, cette énergie, au cours du temps, c'est la puissance musculaire que vous injectez et puis la friction qui s'oppose à votre mouvement. Donc, la friction, pour les vitesses élevées, qui est le cas d'un tour, puisque vous voulez gagner la course, disons, va se réduire à une friction aéro. Donc il y a des frictions qui sont liées au roulement, etc. Mais tout ça, ça s'efface très rapidement lorsque la vitesse augmente, puisque la dépendance en vitesse de la force aéro est quadratique. Et donc au-delà de, la dizaine de km/h, l'aéro commence déjà à jouer un rôle prépondérant, 20 encore plus, etc. Et donc nous, dans notre discussion, on va garder uniquement l'aéro. Et donc ça, vous pouvez le réécrire, c'est-à-dire vous mettez ce qui est humain à gauche et ce qui est, physique à droite. Et donc vous voyez que la puissance musculaire, qu'est-ce qu'elle va ? Elle va avoir 3 termes. Donc un terme, lié à la vitesse moyenne, donc un terme de friction, le terme d'ascension, et puis un terme d'accélération. Et quand vous l'écrivez comme ça, ce que vous voyez, c'est que vous avez presque les 3 maillots qui apparaissent. C'est-à-dire on va montrer que l'équilibre entre les 2 premiers, ça c'est ce qui va dominer pour le contre-la-montre. Vous allez avoir le premier et le deuxième ici, enfin celui de gauche avec le deuxième terme de droite qui va vous donner les caractéristiques du grimpeur. Et puis, quand on aura les grandes vitesses et les grandes accélérations, ce sera les 2 termes, le premier et le troisième du terme de droite qui équilibrera la puissance musculaire. D'accord ? Et donc là, on se dit, c'est bizarre,
on a l'impression que la physique commence à nous dire quelque chose d'intéressant, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est-à-dire, c'est là où il faut commencer à mettre des chiffres pour voir si on arrive à, disons, se caler sur ce qu'on a observé sur le terrain. Et donc, ce qui vous manque dans cette équation-là, pardon, je me suis trompé de sens. Hop. Ce qui vous manque dans cette équation-là, c'est d'en savoir un tout petit peu plus sur la puissance musculaire qui est fournie. D'accord? Et donc ça, vous allez voir les collègues qui sont en biomécanique, donc les chercheurs des STAPS en particulier, qui regardent ça au quotidien, et eux vous disent que quand ils mesurent le couple exercé sur les pédales en fonction, donc ce couple-là, la première observation, c'est qu'il dépend de la cadence à laquelle on pédale, et c'est une fonction qui est linéairement décroissante. D'accord? Donc ça vous arrange parce que quand vous allez regarder la puissance, donc la puissance c'est le couple fois la cadence, ben, ce que vous allez voir, c'est une courbe qui est non monotone, c'est-à-dire vous allez avoir une parabole et qui va vous dire, alors pourquoi elle est non monotone? Puisque ici, vous avez, lorsque le couple est maximal, vous avez une vitesse nulle, donc quand vous allez multiplier le couple par la cadence, ben, vous allez trouver 0. Et puis, de la même façon, quand vous allez être à la cadence maximale, ben, le couple sera nul, et donc ça va vous ramener, encore une fois, la puissance à 0. Et donc, entre les deux, vous avez une puissance maximale qui est obtenue pour un taux de pédalage qui est le taux de pédalage maximal divisé par 2. Et donc, avec ça va caractériser chacun de vos athlètes. Donc, vous allez avoir pour chacun de vos athlètes une puissance maximale qui est obtenue pour la cadence maximale que l'athlète peut obtenir, divisé par 2. Évidemment, cette puissance maximale, donc vous voyez que donc, les ordres de grandeur, pour ces athlètes-là, c'est 1800 watts pour une cadence de pédalage aux alentours de 140 rotations par minute. Ça va dépendre du temps. C'est-à-dire ça, on peut le tenir pendant quelques secondes. Donc typiquement, ces mesures-là ont été faites sur des efforts de 5 secondes. Et quand le temps va augmenter, la puissance maximale va diminuer. D'accord? Et donc en fait, vous avez une puissance qui dépend et du temps et de la cadence. Et donc ce que vont vous faire, donc là, il va y avoir une différence fondamentale entre les deux disciplines cyclistes que l'on pratique, à savoir la route et la piste. Sur la piste, vous n'avez pas de changement de vitesse possible. Donc vous avez un développement qui est imposé. Sur la route, non, vous avez la possibilité de changer les vitesses. Et changer les vitesses, ça va vous permettre de rester à la Pmax. D'accord? Donc vous allez rester à la puissance maximale, mais cette puissance maximale va dépendre du temps. Et donc la dépendance en temps, encore une fois, vous allez côté physiologique. Et ce qu'on vous dit, c'est que les 2000 watts ou les 1500 watts, plus exactement, vous êtes capable de les tenir pendant tout un effort qu'on appelle un effort anaérobie, c'est-à-dire où vous utilisez l'énergie qui est déjà stockée dans le corps. Et ça va durer au maximum de quelques dizaines de secondes. Et puis très rapidement, vous allez tomber sur un plateau qui est le plateau aérobie, qui lui peut durer de l'ordre de l'heure, c'est-à-dire et c'est un plateau qui est aux alentours de 400 watts et qui dépend de la masse de la tête. C'est-à-dire c'est une puissance par unité de masse qui atteint un plateau. Et ce plateau, on le garde pendant, disons, la durée d'une épreuve du Tour de France. Après, évidemment, sur la dizaine d'heures, ce plateau commence à diminuer lui aussi. Donc maintenant, on a nos données sur le terme de gauche, et puis on va pouvoir mettre des chiffres sur les différents termes qui vont le compenser, disons. Et si jamais on commence avec le premier, donc on n'a pas de pente, donc ce terme-là disparaît, et puis c'est un effort qui est constant, donc on n'a pas de terme d'accélération, donc le dernier terme disparaît. Donc on a effectivement pour le contre-la-montre uniquement un équilibre entre la puissance musculaire injectée et le terme de friction aérodynamique. Donc dans ce terme de friction aérodynamique, vous avez la densité de l'air que vous connaissez pour une altitude de donnée, disons. V, c'est ce que vous allez chercher, et puis il vous manque les caractéristiques aéro, c'est-à-dire le produit S, la surface projetée de votre athlète et de votre vélo, fois le coefficient CD qui caractérise, disons, la forme que prend l'athlète sur son vélo. Donc ça a été évidemment mesuré en soufflerie par différents groupes, et donc on a des valeurs de ce SCD, donc c'est ces valeurs-là, et donc vous allez les piocher dans ce domaine, et vous voyez que grosso modo, vous avez un SCD qui est aux alentours de 0,25, mais je me débrouille comme un manche, 0,25 mètres carrés, d'accord, puisque CD n'a pas de dimension, mais S a la dimension d'une surface. Et à partir de là, vous avez tout, c'est-à-dire que vous pouvez écrire que la vitesse, ça va être 2 fois la puissance moyenne que vous connaissez. Au bout d'une heure, vous savez que vous êtes sur le plateau aérobie. Le SCD, vous l'avez mesuré en soufflerie. Et donc vous avez la puissance pour les athlètes les plus massifs qui a un plateau aux alentours de 450 watts. Un SCD de 0,25, vous le mettez, vous trouvez 52 km/h. Et donc là, vous dites, ça, c'est pas loin de ce qui est mesuré, c'est-à-dire on est
en dessous de 10%, donc ça a l'air de bien coller. Qu'en est-il des autres termes? Et donc on passe sur le deuxième, donc celui de la montagne. Là, si jamais vous cherchez la vitesse, vous voyez que l'équilibre entre ces deux termes vous dit que la vitesse en montagne sera la puissance moyenne divisée par mg alpha. Donc m, donc encore une fois, vous prenez ici les athlètes les moins massifs, disons. Donc là, vous aurez un plateau qui ne sera pas à 450, mais plutôt à 400 watts. Vous avez une masse de 70 kg, donc les 60 de l'athlète plus les 10 du vélo. Et vous avez une pente qui est aux alentours de 0,1. Et donc quand vous mettez ces chiffres-là, vous trouvez 21 km/h. Donc vous dites, on commence à y voir clair, c'est-à-dire on a l'impression que ce qu'on a mesuré, on arrive à le prendre en compte avec un modèle, disons, relativement épuré de la dynamique de ce système vélo plus athlète. Et déjà, d'avoir les deux régimes, disons, contre la montre et montagne, vous voyez que ça vous permet de définir une première chose qui va être intéressante, c'est qu'il va y avoir une transition entre la plaine et la montagne, c'est-à-dire entre la plaine où ce terme domine et la montagne où ce terme domine, vous allez pouvoir faire un équilibre et trouver qu'il y a un angle critique à partir duquel vous allez passer de la plaine à la montagne, c'est-à-dire d'un rouleur à un grimpeur. Et donc cet angle-là, vous l'obtenez en vous posant la question quand est-ce que ce terme devient de mémoire de celui-là. Les vitesses, vous les connaissez maintenant pour chacun des régimes, et donc vous voyez qu'il y a un angle critique qui va varier comme la puissance de votre cycliste au carré fois le SCD fois la densité de l'air. Et cet angle critique, il vous dit à partir de quand, c'est-à-dire pour des angles plus grands, l'athlète se sentira en montagne, et puis pour des angles plus petits, donc c'est un angle par athlète, il se sentira en plaine. D'accord, il ne sentira pas la montagne. Il y a une première remarque, c'est que vous voyez que ce qui compte, c'est la puissance. Pardon. C'est la puissance au carré sur la masse au cube, et je vous ai dit que la puissance, elle varie comme la masse. Donc cet angle-là, il varie comme 1 sur la masse. D'accord ? Donc plus la masse est faible, plus l'angle à partir duquel vous sentez la montagne devient élevé. D'accord ? Donc là, on commence à comprendre qu'effectivement, les grimpeurs, ce doivent être ceux qui ont les masses les plus petites. Mais vous pouvez faire mieux que ça, c'est-à-dire vous pouvez définir pour l'ensemble de votre peloton les puissances moyennes, donc vous allez les prendre pour chacun de vos individus. Vous allez connaître les puissances moyennes pour votre peloton, la masse de chacun des athlètes, et donc vous allez pouvoir tracer un alpha moyen pour le peloton. Et donc à partir de là, vous pourrez dire, mais ceux qui ont des alphas plus grands que ce alpha moyen, ce sera les grimpeurs du peloton, ceux qui ont des alphas plus petits que ce alpha moyen, ce sera les rouleurs du peloton. Oui ? Bon, mais voilà, là vous avez commencé à comprendre le jeu. Donc maintenant on passe au sprint. Donc le sprint, c'est un événement dans lequel on va avoir des fortes vitesses, donc on va garder le terme aéro et puis le terme d'accélération. Ça se passe sur des surfaces qui sont quasiment plates, donc le terme de gravité, on ne le prend pas. Et ce que vous dit cette équation, donc au début on se dit, là elle est quand même un tout petit peu, bizarre, parce que j'ai du V cube, j'ai du V carré, mais si jamais on se débrouille bien, c'est-à-dire plutôt que de prendre le temps, on prend la distance. Donc on va remplacer V par ds dt, et puis donc, on va utiliser dt qui va être en ds sur V. Et à partir de là, on voit que cette équation-là, en fait, elle devient linéaire en V cube. D'accord ? Et donc une équation linéaire en V cube, ça pose plus de soucis. C'est-à-dire on va pouvoir l'intégrer, et ce qu'on voit, c'est que cette équation-là, elle va nous dire qu'on va pouvoir accélérer. Donc ce qu'on sait des sprints, c'est que le peloton arrive près de la ligne donc dans le dernier kilomètre, le peloton arrive à une soixantaine de km/h. Donc chacune des équipes de sprinteurs protège son sprinter. Et puis, dans les quelques derniers 100 mètres, les sprinteurs de chacune des équipes accélèrent et montent à des vitesses de 70 km/h. Mais cette équation-là, en fait, elle vous dit à partir de quand vous avez intérêt à accélérer, puisque vous voyez que là, vous avez un terme qui est un V cube sur une longueur caractéristique. Et cette longueur caractéristique, c'est celle qu'il vous faut pour, disons, passer de 60 à 70. C'est-à-dire pour accélérer. Donc cette longueur caractéristique, elle va dépendre, disons, de la masse de votre cycliste divisé par, toujours pareil, le ρ SCD. Et quand vous la calculez, ça c'est aux alentours de 150 mètres. C'est-à-dire que les sprints, il faut les lancer entre 100 et 200 mètres avant la ligne. Sinon, si jamais vous les lancez trop tard, vous n'arrivez pas à votre vitesse, disons, maximale. Et puis si jamais vous les lancez trop tôt, vous arrivez fatigué. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à arriver à développer votre maximum de puissance. Ok, et donc là, si jamais vous prenez, disons, les valeurs maximales que vous pouvez développer sur la dizaine de secondes, donc aux alentours de 1300 watts, vous trouvez, disons, les 70 km/h de votre plateau. Donc cette discussion-là, cette discussion introductive, disons, elle nous permet en fait de classifier
de faire une sorte d'espace des phases des coureurs des grands tours. Donc on a vu que sur l'axe des abscisses, on pouvait mettre la transition entre rouleur et grimpeur. Maintenant, si jamais on fait la même chose pour, disons, rouleur et sprinter, donc on va avoir un axe vertical où on va pouvoir définir, disons, les vitesses maximales moyennes du peloton. Et puis, ceux qui seront au-dessus, ce seront les sprinters du peloton, et ceux qui sont en dessous, ce seront les rouleurs du peloton. Donc, la question, c'est est-ce qu'il manque quelque chose ici? C'est-à-dire qu'on a compris que chacune des cases allait être associée à un maillot, d'accord, 3, mais est-ce qu'il en manque un? Et donc, si jamais on veut savoir pourquoi cette case-là est vide, ben, on regarde ce que nous disent chacun des axes. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a dit que ce qui était important pour l'axe horizontal, c'était d'avoir un P carré sur M le plus élevé possible. C'est-à-dire, si P varie comme M, il faut que la masse soit la plus faible possible. Maintenant, si jamais vous faites la même chose sur votre axe vertical, vous voyez que ce qui compte, c'est P. C'est-à-dire, il n'y a plus de M au dénominateur. D'accord? Et donc, comme P varie comme M, bon, ben, pour être haut sur l'axe vertical, il vous faut un M le plus élevé possible. C'est-à-dire, si jamais vous voulez être ici, il faudrait à la fois avoir des M les plus élevés possibles et des M les moins élevés possibles. Et donc ça, c'est pas possible. Et donc en fait, la discussion que l'on vient d'avoir nous limite à 3 maillots. D'accord? Donc il n'en manque pas. Et ce qui est, disons, intéressant, c'est de voir comment le sport s'est structuré pour converger vers ces 3 maillots. Parce que la convergence se fait assez vite. C'est-à-dire le premier Tour de France, c'est 1903. Et dans les années 1930, les 3 maillots sont déjà là. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a qu'un maillot, c'est le leader. Et puis le grimpeur apparaît en premier, et puis le sprinter. Et puis après, ça se stabilise là, il n'y en a plus d'autres. Si, après, il y aura le meilleur jeune, des trucs comme ça. Mais sur les qualités sportives, ça n'impacte pas. Ok, vous voyez un petit peu avec quel regard on va regarder le France 2. Donc si jamais on continue sur le vélo, donc là maintenant on va essayer de se rapprocher des Jeux Olympiques, disons. On va commencer par un personnage qui est très attachant, qui s'appelle Graham Aubry. Donc je ne sais pas si jamais vous en avez déjà entendu parler. C'est un personnage, disons, qu'on peut appeler hors du commun, dans le sens que donc lui c'est un cyclisme sur piste. Et le voici dans ses œuvres. At these championships. So the flag is up for the final of the men's 4,000 meters individual pursuit, with 2 world record holders still hot as they start in the home and the back straight. In the home straight, and starting on a very big gear indeed, is Graham Aubry from Ayr in Scotland, and Philippe Herminot from France taking him on. Well, after the qualifying round, Herminot must have been a very confident man indeed, but now he's going to have to see if he still has any more speed left in those legs to take on Graham Aubry. And Aubry has made the slow start, that was expected. Herminot has made the quick one and has got the slight advantage. The clock, by the way, gives the time and then the gap of the rider who is behind. So Graham Aubry is just over 1 second down on the start. That's a long way. Donc celui qui passe en premier, c'est celui qui gagne, vous avez compris. A new sensation from France, unlucky to go out in the early rounds of the Olympic Games in Barcelona last year, but my goodness me, he's come back with a vengeance this year, setting the world record in winning the national championship in Bordeaux in France, and now coming here and doing likewise in the qualifiers. Only to see it fall to Graham Aubry up against Chris Boardman. And Aubry now with this very strange position. The crowd here actually laughed when Aubry came out to ride in this position, but ever since they've seen that world record, that laughing has turned into one of total respect. And Aubry is now beginning to push all of the way, and Herminot knows now he's in trouble. He's fallen back 0.6 of a second. Herminot beginning to fall away now. And this, in fact, is a fantastic ride by Graham Aubry. Bon, là, comme l'anglais va gagner, on va arrêter. Donc, vous avez compris ce qui se passe, c'est-à-dire que Graham Aubry, avec sa position très bizarre, il arrive, disons, à battre Herminot, qui a une position beaucoup plus classique. Et donc, ça, c'est question d'aéro. Donc, en fait, ce qu'il fait Aubry, avec sa position spéciale, c'est qu'il fait disparaître ses bras. Donc ça, quand vous... donc les bras, grosso modo, c'est des cylindres. Il n'y a rien de pire en aéro que les cylindres. Et les cylindres qui sont perpendiculairement au vent, c'est essentiellement la partie biceps. C'est-à-dire les avant-bras, c'est des cylindres qui sont alignés avec le vent. Donc eux, ils ne vous coûtent pas grand-chose. Mais par contre, les cylindres qui sont perpendiculairement au vent, eux, vous coûtent énormément. D'accord ? Et donc ce que fait Aubry, c'est qu'il fait disparaître ses bras. C'est-à-dire donc il n'a plus de bras dans sa position. Et donc ça lui permet de gagner 20%. C'est ce qu'ils ont montré, c'est-à-dire la position Aubry, elle vous fait gagner 20% de traînée.
Et donc, de la vitesse. Et donc, sur ces épreuves de poursuite, ça fait la différence. Et donc, sur ces épreuves-là, je vous ai dit, donc, Aubry, non content, il avait introduit sa position, mais il avait aussi construit son vélo. Donc, son vélo avec des roulements de sa machine à laver. Enfin, c'est bricola, mais à la fin, il établit un record du monde et il gagne Armenon. Et donc là, maintenant, ils ont fait un musée, etc. Et ce que vous voyez sur ces photos-là, donc ça, ce sera commun au vélo de Aubry et aux autres, c'est qu'il n'y a pas de vitesse. D'accord. Et donc ça veut dire que quand vous partez sur une course d'une durée fixée, c'est-à-dire les longueurs de course en piste varient énormément, depuis le 200 mètres pour la qualification au sprint jusqu'à l'américaine qui se fait sur 50 km. Et donc il faut que chaque fois, vous preniez le développement qui correspond à votre physiologie. D'accord. Et donc ça, disons la discussion que l'on a eue pour le Tour de France, on va les retrouver, c'est-à-dire qu'on va retrouver nos mêmes ingrédients, sauf que maintenant, on est obligé d'introduire le fait que la puissance varie avec la cadence, puisque cette cadence-là va varier au cours du temps. C'est-à-dire que vous avez deux épreuves dans le cyclisme, donc celle où vous avez des vitesses, donc ça c'était la route, où vous pouvez travailler, disons, à cadence fixée, non, puissance fixée, mais avec un développement variable. Et puis la piste, où là, au contraire, vous avez un développement qui est fixé et vous allez avoir une puissance variable. D'accord. Et donc ça va vous changer votre problème de base. Et il va falloir que vous utilisiez ce jeu d'équations, que vous savez être pertinent pour le cyclisme, puisque c'est ce que vous a montré votre étude du Tour de France, là, à la piste, de façon à aider votre équipe de France à sélectionner pour chacun des athlètes qui aura une courbe différente, quelle est, pour la distance qu'il a décidé de courir, quel est le développement avec lequel il doit partir. D'accord. Et donc c'est ça qui est en train d'être fait actuellement. Et donc là, il y a des remarques. Donc ici, vous avez un développement en fonction de la longueur de la course. Donc ça, donc je vous le montre puisqu'il n'y a pas de secret, dans la mesure où ici, on n'a pas pris en compte la fatigue. D'accord. Et comme chaque athlète va, avoir, donc là, cette courbe-là vous dit que mais pour une course de 100 mètres, vous avez intérêt de prendre un développement aux alentours de 2. Et puis, si jamais vous allez au-delà du kilomètre, le développement va plafonner à 4,2. D'accord. Donc 4,2, c'est les développements les plus gros qu'ils utilisent actuellement. Mais la valeur exacte dépendra de chacun des athlètes et en particulier de sa fatigabilité. Et donc ça, pour le moment, on le garde pour nous. D'accord. Parce que si c'est vrai, ça va être utile, donc il ne faudra pas le montrer. OK. Alors, si jamais on en vient à, maintenant qu'on a compris avec quel regard, disons, on allait regarder les différents sports, ça, c'est un peu la démarche qui a été suivie avec Caroline depuis 2009, c'est-à-dire bien avant que les Jeux Olympiques arrivent. Et puis quand les Jeux Olympiques sont arrivés en 2007, c'est-à-dire 2017, c'est-à-dire quand on a su à Lima que la France allait organiser les Jeux Olympiques pour 2024, on s'est dit peut-être qu'on peut aider dans ce secteur-là. Et donc, pour ça, vous avez, disons, deux parties dans votre problème. L'une qui est de dire, très bien, mais avec tous les problèmes qu'il va y avoir pour les différentes équipes de France, on ne pourra pas tout faire à l'X. Donc, il va falloir voir s'il y a d'autres écoles qui sont intéressées. Donc, ça a été la première démarche. Et l'école des Ponts, avec Françoise Préteux et Rémi, a été une des premières, disons, à réagir et à se montrer intéressée. Et ensuite, il faut vérifier que les équipes de France ont un intérêt. Parce que si jamais vous partez et puis que les équipes de France vous disent non, mais les scientifiques, on a déjà vu, ça n'a jamais rien apporté, mais il ne faut pas y aller. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, disons, un appétit des deux côtés. Et donc, si on devait définir ce programme de recherche, disons, c'est un programme qui est collectif, comme vous l'avez compris. C'est des sciences fondamentales, c'est-à-dire que tout ce qui est physiologiste, nutritionniste ne nous ont pas attendus pour s'engager dans les équipes de France. Ceux, pour le moment, qui ne se sont jamais engagés, c'est tout ce qui est maths, physique, méca. D'accord. Donc l'idée, c'était de voir est-ce qu'il y avait un appétit dans la communauté pour aller sur ces sujets-là. Et puis pour donc dédier à la résolution de problèmes qui sont identifiés avec les sportifs, puisque ceux qui savent faire des médailles, c'est pas nous, d'accord, c'est eux. Et donc il faut se mettre à l'écoute des sportifs de façon à voir sur quel sujet on peut les aider. D'accord. Donc, par exemple, la semaine dernière, on faisait ce qu'on appelle une extraction, c'est-à-dire on fait une immersion dans le domaine de façon à voir sur quel problème on peut s'engager. On va en escrime. En escrime, il n'y avait aucun escrimeur parmi les scientifiques. Et puis, des escrimeurs nous disent, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement la stratégie, ça, on sait le faire depuis des centaines d'années. L'escrime en France, c'est de cet ordre-là. Mais par contre, on a des soucis avec les contacts électriques. C'est-à-dire, il y a des erreurs sur les touches qu'on voit à l'œil et qu'on n'arrive pas à résoudre. Et donc, pour le moment, il y a un programme qui est lancé pour, veiller à la fiabilité électrique des touches en escrime.
Et donc ça, c'est peut-être pas la question la première qui nous serait venue à l'idée si on s'était dit, ah ben tiens, on va réfléchir à l'escrime. Et ces problèmes sont d'autant plus marqués que maintenant, pour les compétitions internationales, ils passent à du Wi-Fi. C'est-à-dire, il n'y a plus de fil. Pour montrer que c'est un sport moderne, ils passent au Wi-Fi. Et en Wi-Fi, il y a encore plus de problèmes, puisqu'ils ont même vu des déclenchements dans les tribunes avec des pairs bien intentionnés, disons. Et donc, ça pose des soucis, disons, supplémentaires. OK. Donc, quelque chose peut-être qu'on n'a pas en tête, c'est à quoi se jouent les médailles. Donc, qu'est-ce que c'est le très haut niveau? Donc, une façon de le définir, c'est que tout se joue en dessous du pourcent. C'est-à-dire qu'en natation, une main, c'est 20 cm. La première place se joue à quelques mains. D'accord. La course, elle fait au moins 100 mètres. Donc, une main d'écart, c'est 2 millièmes. Quand vous regardez une course d'aviron, les courses d'aviron font toutes 2 km. Un 8, donc un bateau de 8, fait 20 mètres. Un bateau de 4, pas loin. Et donc un bateau d'écart, c'est 1%. Et les courses se jouent à moins de 1 bateau d'écart. Donc le record de la Villénie, c'est 1,6 pour 1000. Si jamais vous allez dans l'extrême, c'est-à-dire le pied de Martin Fourcade, c'est 15 cm sur 15 km. Donc là, vous êtes à 1 sur 5000. Mais ça, vous pouvez le répéter sur chacune des épreuves. Donc 1 heure sur une course de voile de 7 jours, ben, ça va vous amener au pour 1000 aussi. D'accord. Donc c'est le très haut niveau systématiquement. Donc ça veut dire que tout va compter en fait. Donc non content. Donc ça c'était Per Lundstam qui s'occupe du haut niveau chez Red Bull. Donc Red Bull c'est 150 médaillés olympiques, disons, qui gèrent. Pas pour l'amour du sport, c'est parce que dans chacune des communautés sportives ils vendent des boissons. D'accord. Donc ça c'est leur modèle. Et donc ce que dit Per Lundstam, c'est que il y a tout qui va compter, donc le talent, la créativité, la qualité de vie, la spiritualité. Et parmi tout ce qui compte, il y a aussi une petite roue technologique, disons, qui est un tout petit peu plus grande pour la partie paralympique parce qu'il y a plus de matériaux impliqués. Et donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que si jamais on s'engage auprès des équipes de France, on va être une partie d'un rouage qui est bien plus grand que nous, en fait. D'accord. Et donc, il faut rester raisonnable. Mais si jamais on arrive à améliorer, disons, de quelques pourcents, mais quelques pourcents, en général, 1%, c'est typiquement une année d'entraînement, d'accord, de l'ordre de grandeur. Donc, est-ce que ça a du sens? On peut regarder ce qu'ont fait les autres nations. Donc, ici, vous avez donc une façon de voir, disons, l'investissement de la communauté académique, c'est de regarder les publications qui apparaissent avec le mot olympique dedans, d'accord. Et donc, ce que vous voyez, c'est que il y a eu un réveil depuis Pékin sur la quantité d'articles publiés. Et est-ce que ces articles, disons, servent à quelque chose? Est-ce qu'ils sont corrélés aux performances sportives? Vous pouvez faire un podium, donc le podium des nations qui publient dans ces domaines-là. Donc ceux qui publient le plus, c'est les Américains. Ensuite vient la Chine, après la Grande-Bretagne. Et vous pouvez comparer ça au tableau des médailles, disons, qui sont obtenues. Donc ça, c'est pour la partie olympique. Donc vous retrouvez le même podium. Et puis pour la partie paralympique, le podium est semblable avec l'Ukraine qui arrive, qui s'intercale, disons. Et dans ces podiums-là, vous allez trouver la France qui est au 7e rang pour la partie olympique et au 12e rang pour la partie paralympique. Et qui n'apparaît pas sur le podium des publications, enfin en tout cas très loin. Donc ça, on est en train de dire que ça a du sens, d'accord. Il faut, disons, veiller à raison garder. Ils ne nous ont pas attendus pour faire des médailles, c'est pas ça, mais si jamais on s'implique, on peut avoir un rôle. Donc moi, ce que je peux vous montrer, c'est quelques exemples de ce qui a été fait. Donc le premier avec qui on a travaillé au haut niveau, c'est Martin Fourcade. Donc on a travaillé sur le FART, donc c'était avant les Jeux Olympiques de Sochi. Et la question qui était posée, c'est vers quel FART on doit partir pour aller en Corée, c'est-à-dire dans des conditions d'humidité et de température différentes de celles auxquelles on est habitué. Et donc pour répondre à cette question-là, on avait commencé à regarder ce que faisaient les FART. Donc là, on rentre dans une jungle, disons. Donc les premiers résultats qui avaient été publiés, c'est de regarder ce que font les FART à différentes températures. Donc vous avez les températures les plus basses ici à droite, et là vous avez le coefficient de friction, c'est-à-dire le rapport entre la force tangentielle et la force normale. Et donc vous voyez, c'est que quand vous allez à très basse température, on retrouve des coefficients, disons, de l'ordre solide, donc aux alentours de 0.3, entre 0.3 et 0.5. Et donc ça, c'est ce que disaient les explorateurs quand ils avançaient sur les neiges très froides, c'est qu'ils avaient l'impression d'avancer sur du sable. Et par contre, quand la température augmente, donc on se déplace vers la gauche, on voit que le coefficient de friction diminue jusqu'à atteindre un minimum à 0 et puis ensuite il réaugmente. Donc ça, on a essayé de le comprendre. Donc on a construit une station de ski
sur l'X, disons, et où on fait neiger tous les lundis. Donc c'est un conteneur frigorifique qui a été acheté sur eBay et dans lequel on tire, disons, des skis et puis après les avoir fartés. Donc il y a les farteurs de Martin qui sont venus nous montrer comment ils fartent et puis on peut caractériser le coefficient de friction. Et donc ça ressemble. Voilà, donc on tire, on mesure un coefficient de friction. Je ne sais pas pourquoi ça fait autant de bruit. Et ce qu'on peut voir ici, c'est l'évolution donc pour chacun des phares. Donc on en suit un ici. On voit qu'il a un domaine de validité qui lui permet d'atteindre une valeur minimale aux alentours de -4. Et puis on en prend un autre. Donc c'est un phare qui est un petit peu différent. Bon, mais lui, il a un domaine de validité où ce sera plutôt -10. Et donc suivant la température de la neige, vous allez sélectionner celui qui a le minimum le plus proche. Et donc pour les conditions qui étaient attendues, disons à Sochi, donc nous on avait proposé une solution avec du graphène là qui faisait bien dans les conditions qui étaient attendues. Donc après cette solution elle leur a été donnée, est-ce qu'ils l'ont utilisée ou pas, on ne sait pas, d'accord, ça au bout d'un moment c'est eux qui gèrent, mais en tout cas il y avait une solution qui avait été proposée. Et donc la physique qui est derrière, donc c'est la liquéfaction des points de contact, c'est-à-dire tant que vous avez de la friction solide, vous êtes sur votre plateau. Si jamais vous arrivez à liquéfier uniquement les contacts, vous arrivez à votre minimum. Et puis si jamais vous liquéfiez trop, c'est-à-dire si vous établissez des contacts liquides, donc des ponts capillaires entre les parties de votre neige et les parties de votre semelle qui n'étaient pas connectées avant, mais vous allez remonter, c'est-à-dire vous avez plus de contacts qu'avant, et donc vous allez repartir de votre minimum. Et donc ce qu'il faut pour, disons, un bon fart, c'est un fart qui vous permet de liquéfier uniquement les parties en contact et d'évacuer toute l'eau, disons, qui ne vous sert pas, entre guillemets. Donc ça a été mesuré, le transfert de chaleur. Ce qui était original dans cette étude, donc ça, il y a eu un couplage entre la manip de l'échelle 1 que vous avez vue et puis une mesure, disons, avec un microscope à effet de surface qui a été monté à l'ENS, c'est que ce qu'on a réussi à faire, c'est de mesurer l'épaisseur de ce film liquide qui jusque-là n'avait pas été, disons, mesuré. Et pourquoi ? C'est-à-dire qu'il fait 100 nanomètres et de regarder ses propriétés physiques, c'est-à-dire quelle est sa viscosité. Et donc ce qu'on voit, c'est que ce film liquide, donc film d'eau, il fait 100 nanomètres et il a une viscosité qui est 20 fois la viscosité de l'eau et il a une composante élastique. Et donc ça, d'où ça vient, c'est qu'en fait, c'est pas de l'eau pure, c'est de l'eau qui est chargée de cristaux de glace. Et donc ça se comporte comme un colloïde. Et donc ça, c'était, disons... donc maintenant, il faut reprendre les études qui avaient été faites jusque-là avec ses propriétés viscoélastiques et voir, disons, comment on peut trouver un optimum avec ça. Et donc ça nous avait valu, disons, un témoignage de Martin. Bonjour, c'est Martin Fourcade. J'aurais aimé être avec vous. Malheureusement, j'étais retenu pour un entraînement. Je voulais apporter mon soutien au projet Science 2024. Je trouve que c'est une super chose que les universités, les grandes écoles et les étudiants puissent mettre leur expertise et leur connaissance au service du sport de haut niveau. Donc voilà, donc ça a été servi pour innerver, disons, les autres fédérations et pour leur dire, bon, ben, peut-être que ça a du sens pour vous aussi. Et à partir de là, on a commencé, disons, notre pèlerinage, au travers des différentes équipes de France, à la fois olympiques et à la fois paralympiques. Et donc, ça commence, je vous l'ai dit, par une extraction. Une fois que l'extraction est faite, il y a une liste de questions qui est amenée au conseil scientifique. Et puis le conseil scientifique, il dit, bon, mais ça, on peut le faire avec des projets étudiants. Donc, en général, c'est ceux qui, disons, arrivent côté étudiant dans les années d'école d'ingénieurs. Et à la fin de l'année, il y a un challenge comme celui que vous avez eu la gentillesse d'organiser cette année. C'est le premier challenge qui était pris en main par Rémi, et qui se tenait ici d'ailleurs. Et puis, ou bien, si jamais la question est trop compliquée, par exemple, je pense que la question des contacts électriques pour l'escrime, pour les 3 armes, et avec ou sans Wi-Fi, ça ressemble plus à une thèse, disons. Donc on se dit, bon, mais ça c'est plutôt une thèse, ou bien ça c'est plutôt un projet étudiant. Et une fois que les choses ont avancé, donc là je vais vous montrer ce qui avait été fait avec Marie-Amélie Le Fur. Une des questions c'était pourquoi elle sautait à 20 degrés, donc ça c'était une question de type projet étudiant. Donc il y a des résultats qui sont obtenus, et puis on revient vers les sportifs, soit ils disent, ah ben oui ça répond, ou bien non ça répond pas, et puis si jamais ça répond pas, ça repart. D'accord ? Et on essaie de comprendre pourquoi ça répond pas. Donc côté paralympique, donc là c'est un essai, donc c'était des mesures qui avaient été faites avec Amélie Le Fur, qui est notre championne et recordman olympique du saut en longueur. Donc elle s'entraîne à Bordeaux, et donc on était descendu au Krebs pour voir, disons, assister à un entraînement et voir les questions sur lesquelles elle réfléchissait avec son entraîneur.
Et donc, ce que vous avez vu sur ce film, c'est qu'elle prend son appel sur sa lame. Donc, elle a une jambe valide et une jambe avec une lame, et elle prend son appel sur la lame de saut. En fait, ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire jusqu'aux années 90, les athlètes paralympiques sautaient sur leur jambe valide, d'accord, et c'est Franck Barret, donc un athlète français, qui a le premier introduit le saut sur la lame. Donc, ça, c'était une sorte de transition, un peu comme celle de Fosbury, c'est-à-dire qu'on changeait de paradigme. On change de paradigme parce que sur la lame, on peut jouer sur les propriétés de la lame, alors qu'évidemment, sur la jambe valide, on a plus de mal à les faire varier. Et donc, ce qui est la première surprise, c'est que c'est des sports qui se pratiquent à basse vitesse. Donc, basse vitesse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'aéro. Et pourtant, on n'est pas, disons, on est très loin quand on regarde l'angle d'impulsion, donc l'angle que prend Marie-Amélie en fonction de sa vitesse initiale, on est très loin des 45 degrés. D'ailleurs, on se dirait que l'angle optimal pour maximiser la distance, c'est 45 degrés. En fait, non. Vous voyez que les angles varient entre 20 et 27 degrés et pas plus. Ce que vous dit cette figure, c'est que l'angle, il diminue lorsque vous avez l'angle qui augmente lorsque la vitesse diminue. Donc ça vous dit qu'en fait, contrairement au problème du canon, dans le problème du saut à longueur, vous avez un couplage entre l'angle et la vitesse. C'est-à-dire que, par exemple, à vitesse nulle, je peux sauter à 90 degrés. D'accord ? Mais plus ma vitesse augmente, plus l'angle maximal que je peux atteindre diminue, et quand je suis à ma vitesse maximale, je ne peux plus sauter du tout. D'accord ? Et donc c'est ça qu'il faut prendre en compte si jamais on veut comprendre l'origine de ces 20 degrés. Donc ça, c'est ce qu'a fait. Donc ça veut dire que c'est pas un problème qui se limite aux Paralympiques. Si vous prenez le saut mythique de Bob Beamon en 68, vous allez retrouver aux 20 degrés. D'accord ? Donc la gamme des 20 degrés, ça c'est la gamme physiologique qui vous est imposée par cet exercice-là. Et donc ça, on l'a vérifié. Donc c'est un groupe d'étudiants qui l'a fait. Donc ils se sont mis à sauter avec leurs différentes vitesses. Ils ont construit la dépendance vitesse angle d'impulsion maximale de façon à montrer qu'effectivement il y avait un optimum aux alentours des 20 degrés. Mais une fois qu'on a un optimum, après on sait sur quelles caractéristiques jouer pour maximiser cette distance-là. D'accord ? Et donc ça, c'est ce qui est en train d'être fait cette année avec une thèse qui est lancée à l'ENSTA. Alors, si jamais je dois prendre un autre exemple, vous avez évoqué donc je vais finir avec l'exemple de Rémi, comme ça fera une façon de partager. Donc Rémi, c'est lui qui encadre toute la partie nage de Sciences 2024, donc tout ce qui est natation, c'est lui qui gère ça. Et donc il y a deux questions qui l'intéressent actuellement. L'une qui est la relation entre la coordination et la vitesse de nage. Donc ça, il illustre avec l'exemple suivant. Donc là, vous avez Sung Yang, donc, qui est un nageur de 1500 mètres et que vous voyez nager à Londres. Et donc, ce que vous voyez, c'est que il y a un temps de pause systématiquement avant de lancer son temps de propulsion. Et donc, ce temps de pause-là, vous l'observez sur un nageur de 1500 mètres, vous ne l'observez pas du tout sur un nageur de 50 mètres, où là, il y a des phases où les deux bras sont dans l'eau en même temps. Et donc, il y a un indice de coordination qui caractérise est-ce qu'il y a un temps de pause ou pas. Et cet indice de coordination est lié à la vitesse de la tête. D'accord ? Et lié à la fois à sa vitesse et à la distance qu'il va parcourir. Et donc, l'idée, c'est d'aider les athlètes de l'équipe de France à vérifier qui sont bien avec le bon indice de synchronisation pour l'indice de coordination pour la distance qui nage. Donc ça, c'est une question qui intéresse Rémi, et pas que Rémi, c'est-à-dire sur laquelle l'équipe de France est positionnée aussi. Et de la même façon, il y a une question de coulée optimale, c'est-à-dire que ce que vous allez voir ici, c'est deux techniques très différentes. Donc l'une en haut, où le nageur reste sous l'eau après avoir tapé le mur, et l'autre qui est remonté très rapidement à la surface après avoir fait son virage. Oui, donc on a l'impression qu'il y a deux stratégies qui sont très différentes. Donc ce que montre Rémi avec un stage qui a été fait ici l'année dernière, c'est qu'en fait il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est-à-dire que soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais il n'y a pas de nageurs qui vont sortir. Donc il y a celui d'en haut qui sortait à 15 mètres après avoir fait une coulée, disons, très profonde. Donc ça c'est Michael Phelps. Et puis celui qui remontait directement à la surface après avoir touché. Bon, ben, il n'y a personne qui remonte à 7 mètres. D'accord ? Donc ça, il y a une transition très rapide qui se fait entre les deux types de coulées. Et donc si jamais, donc ça c'était une façon de vous montrer les différents domaines dans lesquels il est question, on pourrait le varier, disons, à loisir. Une petite dernière peut-être pour être provocatif, enfin c'est pas très provocateur en fait, mais c'est juste pour vous montrer le type de questions des fois auxquelles on est soumis. Donc au rugby, quand on est allé rencontrer Didier Retière à la Fédération
à Marcoussis. Donc la question, eux, qui les intéresse, c'est pourquoi 150 plus 150, ça fait 200. C'est-à-dire quand on met un joueur qui pousse 150 kg derrière un joueur qui pousse 150 kg, à la fin, on n'a pas 300 kg, on a 200 kg. Et donc le point, c'était de savoir d'où venait cette perte de force. Et donc la première chose, toujours pareil, c'est d'aller mesurer, d'essayer de voir ce qu'on comprend du problème. Une façon de répondre à cette question-là, c'est d'aller utiliser le joug qu'ils ont à Marcoussis, c'est-à-dire c'est un robot d'un simulateur de mêlée sur lequel ils ont des capteurs de force, et donc sur lequel on va pouvoir mesurer les forces produites par les joueurs. Et donc si jamais vous faites ça, donc vous prenez une mêlée, vous faites pousser individuellement chacun des joueurs, donc vous prenez le pilier gauche, tout seul il pousse 160 kg, le talonneur il pousse 172 kg, le pilier droit 186, et vous dites, bon, ben, à la fin, je fais la somme de toutes mes poussées et j'ai un potentiel de 1300 kg. Et puis ensuite, vous faites pousser ensemble et vous trouvez 737 kg. C'est-à-dire que là, sur une poussée, disons, de National 3, vous avez 45% de pertes. Et donc, vous allez réduire ces pertes en travaillant avec des mêlées, disons, plus professionnelles. Donc, avec le Racing, actuellement, on mesure 30% de pertes, mais il y a quand même des dizaines de pourcents qui sont perdus. Et donc, à partir de là, il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Donc, ce qui a été fait par Caroline, c'est de faire de la PIV. Donc, vous allez prendre votre milieu, donc votre mêlée comme un milieu qui continue, et vous allez regarder les relations entre déformation et les efforts. D'accord ? Et donc, pour faire de la PIV, vous décomposez votre image en petits carrés, vous regardez par intercorrélation où se déplace chacun des petits carrés, et vous reconstruisez votre champ de déformation. Donc, ça, c'est ce qui est fait ici. Donc là, vous allez avoir le premier film, disons, de turbulence de mêlée. Donc les flèches, c'est votre champ de vitesse, disons. Et donc ce que vous voyez, c'est que vous avez Donc ce que révèle ce film, c'est qu'il y a de très fortes hétérogénéités spatiales. Donc tous les athlètes ne poussent pas, disons, au même moment. Donc à la fois, vous avez des hétérogénéités spatiales et puis des hétérogénéités temporelles. Et donc tout ça, ça va conduire, disons, à introduire des termes de friction, c'est-à-dire la friction, ça va être proportionnel à vos gradients de déformation, et ces frictions vont être à l'origine des pertes que vous avez mesurées, disons, à l'échelle intégrale, c'est-à-dire à l'échelle de la poussée de votre mêlée. Et puis voilà. Donc ça, ce sera. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de limiter ces fluctuations. Donc ce à quoi on travaille avec eux, c'est de savoir quels outils on peut introduire pour avoir une meilleure homogénéité de la poussée. Et donc des sujets, il en reste plein, et vous êtes les bienvenus pour, disons, nous aider à y répondre. Et avec ça, je vous remercie. Donc, si vous voulez poser des questions à Christophe, donc je vous demande peut-être de vous présenter et parler bien dans le micro. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur, c'est-à-dire que en fait, vous nous avez présenté au début dans le cyclisme tout l'intérêt de la science et toutes les manières avec lesquelles on peut augmenter notre performance avec la science. Il y a beaucoup de critiques en ce moment sur l'équipe Sky, ex-Sky maintenant Ineos, avec justement le fait qu'ils utilisent trop la science, et beaucoup de critiques sur les capteurs de puissance qu'ils utilisent en course, comme toutes les autres équipes. C'est beaucoup critiqué pour rendre un peu le sport finalement tuer le sport, parce que finalement maintenant c'est plus que un peu des machines, on connaît absolument chaque caractéristique de chaque cycliste, et du coup on va les faire tourner comme des moteurs, et on va faire travailler des ingénieurs comme dans une équipe de Formule 1 par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur finalement, est-ce que ça tue le sport, la science dans le sport? Non, moi ce que j'en pense, c'est que un sportif, c'est un peu comme disons, les musiciens qui s'entraînent toute la journée et qui veulent atteindre un degré, disons, de performance optimale. C'est-à-dire chacun dans son domaine veut, disons, développer un entraînement qui va lui permettre d'atteindre la perfection. C'est-à-dire, il y a une quête de perfection que vous avez chez les sportifs de très haut niveau, que vous retrouvez chez les musiciens de très haut niveau. Et donc, ce virtuose, il va utiliser
les outils qui sont à sa disposition et qui sont, disons, acceptés par la communauté, donc il faut rester dans les règles. Mais si jamais le capteur de puissance, ou si jamais tant que les règles n'interdisent pas la science, ben, il va utiliser les outils qui sont à sa disposition pour faire le mieux possible. D'accord. Et donc c'est là où, disons, le vélo va se mettre à ressembler avec une écurie de F1, je suis d'accord, mais on va se mettre à utiliser tout ce qui est à notre disposition pour maximiser les performances. Mais il faut qu'on reste dans les règles qui sont fixées. C'est-à-dire, si jamais les médecins disent ça, c'est pas bon pour les coureurs parce que ça diminue leur espérance de vie. Enfin, ça d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais tous les athlètes de haut niveau vivent plus longtemps que la population moyenne, hein. Après, on pourrait se dire, est-ce que ceux qui se sont dopés vivent plus longtemps aussi? Ça, j'en sais rien. Mais en général, nous, ce qu'on voit, c'est des athlètes qui ressemblent, qui ont une quête de perfection qui ressemble beaucoup à celle des musiciens. Et donc, si jamais ils ont des outils qui leur permettent d'aller au-delà de leur performance du moment, ben, ils les utiliseront. Oui. Mais notamment dans le vélo, quand on regarde les différences de budget entre, par exemple, la Sky et la Direct Energy ou des équipes invitées, c'est vrai qu'il y a énormément de différences et ils n'ont pas accès ils n'ont pas accès à la cryothérapie, ils n'ont pas accès au temps époxy pour dormir. Du coup, il y a quand même, ça altère un peu la performance puisque peut-être que ceux qui gagnent, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de sérieux dans leurs entraînements, ils sont aidés par la science. Il y a une énorme part. Oui. Mais de toute façon, l'inéquité dont vous parlez au niveau des sports professionnels comme le vélo, vous la retrouvez au niveau des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que ce sont les pays les plus riches qui ont le plus de médailles. C'est-à-dire qu'il y a deux facteurs qui influencent le nombre de médailles. C'est à la fois la richesse, c'est-à-dire il faut être riche pour faire du sport. C'est-à-dire si jamais vous n'avez pas d'argent, ben, d'abord il faut manger. Et faire du sport, c'est pas la première chose à laquelle vous pensez, disons. D'accord. Donc il faut avoir un certain niveau de vie. Mais si jamais c'était les plus riches, ben, on aurait la Suisse et le Luxembourg qui écraseraient tout le monde. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on voit. C'est-à-dire, ce qu'il faut aussi, c'est avoir un réservoir de population qui soit suffisamment grand. Et donc quand vous mettez un réservoir de population suffisamment grand et des pays qui investissent suffisamment d'argent dans le sport, là vous commencez à avoir les nations qui font, disons, le plus de médailles qui apparaissent. D'accord. Mais une façon, c'est pour ça que je vous parlais des règles, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des règles qui seraient très équitables. C'est-à-dire que si jamais on veut sélectionner uniquement l'athlète, on tire au sort le matériel. Donc ça, c'est ce qui se fait pour certaines épreuves de voile, où l'athlète ne sait pas sur quel bateau, les bateaux sont tirés au sort. D'accord. Et donc ça, c'est la fédération internationale qui décide. Donc c'est elle qui fixe les règles. D'accord. Si jamais on dit on tire au sort les vélos, ben, il n'y aura aucun intérêt à faire des recherches davantage sur les vélos. Mais ce n'est pas ça qui est fait actuellement. Ce qui est fait actuellement, c'est que chaque athlète arrive avec son vélo. Chaque athlète arrive avec son maillot pour la piscine. Chaque athlète arrive avec ses chaussures. C'est-à-dire, tant que vous ne... Donc, ce que je veux dire, c'est que l'athlète, lui, ce qu'il veut, c'est performer le mieux. Mais il ne veut pas pâtir, disons, par rapport à la concurrence, d'un défaut de recherche dans son pays. D'accord. Et donc, si jamais le pays dit, nous, on a l'impression que pour 2024, on a envie de faire bonne figure parce que ça se passe chez nous, ça ne s'est pas passé depuis 100 ans, etc. On a l'impression que ça vaut la peine d'investir un peu. Donc, actuellement, le programme de recherche qui est lancé par le gouvernement, c'est 20 millions d'euros, d'accord, pour le sport de très haute performance. À côté de chez moi, aux Ulysses, on refait un rond-point, donc la région investit pour nous. Refaire le rond-point, c'est 50 millions d'euros. D'accord. Donc on investit un demi-rond-point sur la recherche pour le très haut niveau, toute équipe de France confondue. D'accord. 1 kilomètre d'autoroute, c'est 6 millions d'euros. Donc voilà. Donc on investit quelque chose comme 3 kilomètres d'autoroute. Bonjour, Bonjour. Laurent Macdissian, donc je suis responsable académique du département génie mécanique et matériaux. Donc merci pour la présentation, c'est passionnant. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'ouvrir un cours cette année à l'école sur votre sujet. Et ma question c'est, est-ce que vous avez, au-delà du truc pour le ski de fond là, est-ce que vous avez aujourd'hui un autre fait d'armes de trucs que vous avez sortis qui est concrètement utilisé ou en cours, un petit truc qui... Alors, le petit truc... donc, ce qui est... donc là, il y a deux remarques. C'est-à-dire que nous, on est
tout jeune dans le milieu, hein, puisque je vous dis, ça fait 1 an que Science 2024 a été lancé. Ce qu'on voit, c'est que les outils qui sont introduits, par exemple sur le saut, donc la caractérisation pour le saut paralympique, donc l'outil de caractériser quel est l'angle maximal que l'on peut obtenir en fonction de la vitesse. Bon, mais cet outil-là, il est utilisé par Jean-Baptiste Souche, qui est l'entraîneur de Marie-Amélie Le Fur, pour caractériser chacune des lames qu'elle utilise. Parce que une lame, donc quand vous avez Marie-Amélie Le Fur, donc elle est amputée en dessous du genou, et donc elle a une prothèse pour marcher dans le milieu toujours, donc vous ne voyez pas qu'elle a de prothèse, et puis quand elle va pour sauter, elle met sa prothèse de saut, et donc là elle commence à avoir la hanche comme ça. D'accord, elle a la hanche comme ça parce que la prothèse elle est faite pour être à niveau une fois qu'elle se met à courir. C'est-à-dire il faut taper sur la prothèse pour avoir un bassin qui se remet à l'horizontale. Et cette prothèse-là, elle est différente de celle qu'elle utilise pour courir son 200 mètres ou son 400 mètres. Donc elle a tout un jeu de prothèses à sa disposition. Les prothèses, elles sont faites par le sponsor qui est Ossur. Donc il y a 2 fabricants de prothèses actuellement qui sont utilisés au niveau paralympique. Donc BioBlock, donc non, c'est pas BioBlock, c'est donc il y a Ossur et un autre concurrent, donc dont le nom m'échappe. Mais dans les discussions qu'elle a avec Ossur lui permettent d'avoir accès à 2-3 prothèses par discipline, donc 2-3 prothèses de course, 2-3 prothèses de saut. Mais de savoir exactement laquelle est optimale pour elle, bon, mais pour le moment il n'y a pas de critères. C'est-à-dire c'est chaque fois un ressenti, mais le ressenti c'est très compliqué parce que non content, il varie au cours du temps et puis il varie avec l'entraînement. Et donc d'avoir une méthode quantitative qui dit non, nous, on a l'impression que c'est celle-là qui va permettre d'atteindre, disons, la plus grande distance. Mais après, elle peut décider de travailler sa pratique avec cette prothèse-là. Et donc ça, c'est là-dessus que Jean-Baptiste Souche parie, en fait. Et donc, enfin, ce qu'on voit en discutant avec les équipes de France, c'est que ils vous donnent toujours une chance, c'est-à-dire dans le sens qu'ils ne veulent pas passer à côté de quelque chose qui pourrait améliorer la performance. Et donc ils vous écoutent une fois, soit ça sert et ils vous gardent, soit ça ne sert pas, et puis ils disent non, on a déjà perdu. Mais si jamais on dit, disons, on explique la démarche, parce qu'il y a quelque chose, en fait, on avait pas mal interagi avec David Quéré là sur qui est la personne avec qui on s'occupe avec qui on gère la partie matière molle du labo, avec des industriels, donc comme Saint-Gobain. Et donc il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à l'interaction avec les industriels quand on va dans les équipes de France, c'est l'échelle de temps. C'est-à-dire que c'est des temps très rapides, c'est-à-dire on va de championnat d'Europe au prochain championnat du monde, aux qualifications. Et donc c'est rythmé sur des rythmes qui sont au maximum l'année, mais c'est plutôt 6 mois en fait. Et sauf qu'en 6 mois, la recherche, et donc il faut les tenir régulièrement informés de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, pas marché. Ils n'attendent pas d'avoir des révolutions tous les 6 mois, mais par contre, ils veulent être régulièrement informés de façon à eux intégrer la démarche qui est faite et puis pouvoir passer le relais, parce qu'en général, quand les résultats sont pas là, l'équipe change et il faut quand même garder une mémoire du travail qui a été lancé. Donc c'est comme ça que les choses avancent en fait. Bonjour, Karima Shelby, à la direction de la communication de l'école. J'avais juste une question, les Jeux Olympiques, donc c'est une course à la C'est olympique et paralympique. Et paralympique, donc c'est une course à la performance, au record. Est-ce que vous pensez qu'on peut calculer, y a-t-il une limite en fait au record? Y a-t-il une limite dans le corps humain? Et est-ce qu'on a possibilité pour chaque discipline de dire, voilà, là on est arrivé, on ne pourra pas aller au-delà d'un certain stade? Alors, oui et non. C'est-à-dire, par exemple, sur la perche, on est à peu près sûr qu'on n'atteindra jamais les 18 mètres, quoi. C'est-à-dire que la vitesse de l'homme, elle semble bornée à une dizaine de mètres par seconde. Et donc, si on convertit cette dizaine de mètres par seconde en énergie cinétique en MGH, donc on va avoir une H qui va être en V carré sur G et c'est fini. Donc on n'ira pas au-delà de ça. Ouais, mais ça pour le moment, enfin, vous parlez de la course par exemple. Donc là, les records. Donc sur la course, c'est très intéressant parce qu'il y a des pertes d'énergie qui sont liées au choc de coureurs sur la piste. Et donc ils ont trouvé une façon de diminuer
disons, les pertes en jouant sur la constitution des chaussures. C'est-à-dire la plupart des records ont été battus avec les chaussures Nike, et donc ils sont en train de voir est-ce qu'ils les homologuent ou pas. Enfin, en tout cas, est-ce que ces chaussures-là vont être gardées pour les Jeux Olympiques ou pas. En fait, pour les Jeux Olympiques, il y a une contrainte qui est apparue, c'est qu'il faut que le matériel qu'on utilise aux Jeux Olympiques ait été testé dans les championnats du monde de l'année d'avant. D'accord, on ne peut pas arriver aux Jeux Olympiques avec un nouveau matériel qui n'ait pas pu être acheté. Donc ça rejoint votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire tout le matériel des Jeux Olympiques, même le vélo des Anglais, on peut l'acheter. Il faut qu'on puisse l'acheter avant les JO. Sauf que le vélo des Anglais, ils vont le vendre à 300 000 euros la roue, disons. Donc ce sera difficile pour les pays les moins riches de se les procurer, quoi. Mais en tout cas, il y a une contrainte comme quoi il faut qu'on puisse acheter le matériel. Donc c'est une façon de revenir vers votre question. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. J'avais une question. Parce que, a priori, là, on parle d'avantages compétitifs, de travailler avec l'équipe de France pour que la France passe devant certaines autres nations. Mais la science, a priori, c'est plutôt collaboratif, non? Les papiers sont publiés dans des revues, c'est public. Alors, est-ce qu'il y a quand même une part de secret industriel dans la recherche liée au sport? Enfin, je veux dire, dans quelle mesure ça apporte un avantage compétitif si toutes les données sont publiques? Voilà. Donc là, il y a deux, disons... en fait, c'est une question qui est assez large parce qu'on pourrait se dire, mais alors est-ce que vous allez prendre des chercheurs étrangers dans vos équipes de recherche? D'accord, parce que c'est une question qu'on se pose aussi. Donc, la première chose, c'est que je suis d'accord avec vous que la recherche, c'est public. C'est-à-dire il faut que le travail qui est fait soit soumis à des pairs de façon à l'améliorer. En général, quand le processus de référé il sert à ça, c'est-à-dire on se confronte aux idées des autres et puis on essaye d'améliorer, disons, notre compréhension du problème. Et donc il faut à tout prix que les recherches qui soient menées soient publiées. Mais tout ne pourra pas être publié. C'est-à-dire parce qu'il y a une partie qui doit servir qu'à l'équipe de France, au moins jusqu'au moment des JO. Donc par exemple là, on peut prendre l'exemple du FART avec Martin Fourcade, c'est-à-dire mesurer un film avec un microscope à effet de surface d'une centaine de nanomètres, montrer qu'il y a une viscosité 20 fois la viscosité de l'eau et puis une partie élastique, ça c'est publiable et ça a été publié. Mais dire quel est le produit qu'on utilise pour, disons, améliorer le coefficient de friction, ça c'est pas publiable, parce que, ou en tout cas ça ne peut l'être que si l'équipe de France donne son aval. C'est-à-dire que chaque fois, il va falloir trouver un équilibre entre, disons, quelle est la structure de la loi que vous utilisez et en quoi cette structure-là vous permet de trouver un optimum. D'accord? Et donc la partie optimum, par exemple dans le cas du cyclisme sur piste, montrer que pour chaque distance, il va exister un optimum, ça c'est publiable. Montrer que l'impact de la fatigue sur cet optimum, ça ne sera pas publiable. C'est-à-dire tout ce qui va être particulier à votre équipe de France ou à votre athlète, ça, en tout cas, vous ne pourrez le faire qu'après avoir discuté avec l'équipe de France concernée. Et à chaque fois, moi je pense que la qualité de votre recherche, si jamais vous dites « Ah mais non, nous, tout c'est secret », bon, mais là, la qualité de la recherche va diminuer. C'est-à-dire le secret, c'est très très mauvais pour la qualité de la recherche. Mais par contre, il faut veiller à... donc ça, c'est un tout petit peu nouveau et vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut que l'on apprenne. C'est-à-dire du moment où on interagit avec des athlètes pour lesquels, disons, cette performance, ça se joue une fois pour eux, c'est-à-dire le jour des Jeux Olympiques. Bon, mais il faut veiller à ce qu'ils ne s'entraînent pas pour rien, etc. et à les raconter tout et n'importe quoi à la terre entière, quoi. Donc c'est un équilibre entre les deux. Pour poursuivre la question, est-ce que, par exemple, dans les disciplines comme le cyclisme, oui. J'imagine qu'on n'a pas attendu la recherche publique pour qu'il y ait des équipes de R&D dans les équipes, comme mon camarade parlait, oui. Toutes des équipes d'ingénierie, voire même de recherche appliquée, je pense. Hein, je sais pas, je connais pas trop. Mais est-ce que, par exemple, dans ce domaine-là, il y a des choses qui sont, il y a des avancées qu'on pense être de l'ordre du secret industriel, quoi, où la recherche publique serait en retard, par exemple, là-dessus, dans le cyclisme, par exemple, je sais pas. Alors, je vais vous raconter peut-être. Enfin, on va prendre un exemple, et chaque fois ça permet d'être plus concret. C'est-à-dire qu'en cyclisme, il y a un casque qui est mythique. Il y a un casque qui a été utilisé sur la piste, qui est un gyro, d'accord, avec une pointe effilée à l'arrière. Bon, mais lui, c'est le meilleur casque qu'on ait jamais fait. Mais c'est pas celui qui est utilisé actuellement. C'est-à-dire que l'industriel, ce qu'il veut, c'est
trouver un produit qui va pouvoir vous faire racheter tous les ans. Et pour faire ça, il sponsorise le champion olympique du moment ou le champion du monde du moment pour porter cet équipement-là, d'accord, de façon à ce que l'ensemble des jeunes et des communautés prennent le même casque que le champion olympique ou le champion du monde. C'est-à-dire, la logique industrielle, c'est pas de trouver un optimum. Dans le cas des casques, l'optimum, on le connaît, c'est le Giro de Sydney. Voilà, et on n'a pas fait mieux depuis. D'accord, sauf que le Giro de Sydney, on ne peut plus se le procurer, et comme les athlètes, leur tête a changé, leur corpulence a changé, bon, mais ils ne sont pas adaptés. Et puis on n'a pas le droit d'utiliser le Giro de Sydney actuellement. Donc il y a deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il y a la recherche académique qui aime bien se flageller et dire « Ah, on est en retard, on est en retard ». La vérité, c'est qu'en général, on n'est pas si mal que ça. Et puis, il y a la recherche industrielle dont le but n'est pas le même, c'est-à-dire la recherche industrielle, c'est pas de trouver l'optimum optimorum. Donc, je vous ai parlé des casques au vélo, mais la même chose se produit. Là, dernièrement, on était en train de travailler avec les archers de l'équipe de France. Et donc, eux, ils nous disent, tous les ans, il y a les fabricants de flèches qui viennent avec de nouveaux empennages. Donc, il y a celui qui est swirlé, celui qui est swirlé avec des trous, celui qui est swirlé avec des trous et qui est bleu, etc., etc. Et tous les ans, ils vont vendre, d'accord, un nouveau lot de flèches avec des empennages à l'ensemble des équipes au monde. Alors que, aérodynamiquement, il y a un empennage optimal. Ça, c'est certain. Et il ne sera pas bleu, d'accord, et vraisemblablement, il n'y aura pas des trous. Et donc ça, on est en train de regarder ce problème de l'impact des empennages sur la dispersion des flèches en cible, et une fois qu'on l'a trouvé, eh bien, ce sera les équipes de France qui l'utiliseront. Mais là-dessus, on peut leur apporter des épreuves, en général, là où vous avez raison, c'est qu'ils ne nous ont pas attendus pour faire aussi bien que la plupart des nations. Mais par contre, pour faire aussi bien, ils copient l'équipe machin, et puis ils ont entendu que l'équipe coréenne, par exemple, au tir à l'arc, c'est ceux qui performent le mieux. Et donc, c'est à celui qui est le plus introduit dans l'équipe de Corée pour avoir les meilleurs tuyaux et savoir quels sont les empennages qui vont être utilisés au prochain JO, etc. C'est-à-dire que l'espionnage, ça marche aussi dans le sport et ça fait peut-être aussi bien que la science. Mais arriver à comprendre quelles sont les questions qui se posent et à y répondre quantitativement, ça c'est le rôle de Science 2024. Et donc souvent, vous avez raison, on arrive après la bataille, on dit non, l'empennage que vous utilisez, c'est le meilleur. Mais par contre, on sait pourquoi. Et puis actuellement, on est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement le meilleur. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dessus aussi. En fait, je me posais là un peu la même question que l'étudiant là-bas. C'était bon, là, il y a le cas extrême des courses de F1 ou des cyclistes où là, ça devient, voilà, c'est des écuries. Et en fait, ce qu'on mesure finalement, c'est la performance de l'écurie. Oui, oui. Et je me disais juste, et donc je voyais l'image là du saut en longueur, où là, en fait, ce qu'on est en train de mesurer, c'est pareil, en fait, c'est le matériau, la forme, la géométrie, le matériau, etc. Mais en fait, c'est finalement quand on parle de la beauté du sport, etc. En fait, ça dépend juste de la définition qu'on a envie de mettre. C'est est-ce qu'on a envie de mesurer vraiment les performances humaines pures. Et là, on dit c'est tout le monde le même matos, les mêmes grolles, les mêmes vêtements, tout ça. Ou alors c'est la performance collective qu'on veut mesurer en fait. Oui. Donc c'est la définition qu'on a envie de mettre derrière. Et puis exactement. C'est pas les mêmes choses dans mais chaque même sport. Si jamais vous allez plus loin, après, est-ce qu'on est sûr qu'on a tous les mêmes gènes? Est-ce qu'on a tous les mêmes... Oui, ça ne s'arrête plus en fait. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut un cadre. Et l'idée, c'est de se développer dans ce cadre-là et d'optimiser. Je pense que la recherche de perfection, elle est pour chacun. Et la vérité, c'est que la médaille, c'est juste, disons, une sorte de carotte pour que chacun, disons, atteigne sa perfection à lui. Mais ce que je trouve, c'est que l'exigence, c'est-à-dire qu'on voit dans les équipes de France, c'est quelque chose souvent qui se rapporte de l'exigence qu'il y a dans les écoles. C'est-à-dire l'exigence d'avoir de très bons cours, l'exigence, disons, de performer le mieux. C'est-à-dire que cette exigence-là, c'est pour ça que souvent, ça marche bien, la coopération. C'est-à-dire, en tout cas, pour le moment, je touche du bois, mais les interactions, il y a du sérieux, dans le sens qu'il y a un rendez-vous, on est à l'heure, et puis on essaye il y a une sorte d'humilité, mais toujours tourné vers, disons, une sorte d'objectif commun.
Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu au début, mais qui me semble pouvoir, qui est très encourageante en fait. Pas d'autres questions. On voulait vous remercier, on vous remercie chaleureusement. Je pense que votre intervention sera très inspirante, probablement, pour de nouveaux projets d'élèves et puis des sujets de recherche nombreux. Merci à vous pour encore. l'invitation. Merci beaucoup. Merci.